Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 18 avril 2019. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, la ville de Saint-Raymond se place en mode alerte en vue d'une possible inondation de la rivière. Nous ferons le point avec le maire Daniel Dion. Dans la Jacques-Cartier, 7 projets reçoivent une aide financière du Fonds de la région de la Capitale-Nationale, totalisant près de 900 000 $. Une société d'histoire a vu le jour à Pont-Rouge le 15 avril dernier, 152 ans après sa fondation. La Fondation d'aide aux sports amateurs de Portneuf invite les athlètes à se prévaloir d'une aide financière. Nous recevons en studio le président de la FASAP, Sylvain Germain. Et l'organisme Le Relais pour la vie Portneuf souligne ses 10 ans. L'initiatrice du projet, Lucie Côté, sera avec nous en studio. Bonne émission. Tout d'abord, faisons le point sur l'état de la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond en compagnie du maire de Saint-Raymond, Daniel Dion. Bonsoir, M. Dion. Bonsoir, M. Beausoleil. M. Dion, on en parlait la semaine dernière, un scénario qui semble se réaliser, beaucoup de pluie abondante en quelques jours avec de la chaleur. Ça risque en fait de peut-être d'inonder, là. C'est ça, si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, on s'est rencontrés, tout allait bien, parce qu'on a fait quand même beaucoup d'interventions mécaniques sur la rivière, en fait. Et puis, on a fait un chenal, tout allait bien. Et puis, la grenouille, aussi la pelle amphibie, est sur la rivière depuis lundi. Elle sort aujourd'hui. Alors, le chenal est vraiment bien enclenché, ça s'est élargi. Même s'il y a eu de la pluie lundi, 25 mm, ça a bien été. On a été capable d'absorber ça dans la rivière. Mais là, finalement, c'est un peu un autre scénario qui s'annonce au niveau de la météo pour les prochains jours. Il y a 3 jours de pluie avec des quantités de l'ordre de 70 à 90 mm pour 3 jours. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit à partir de là? Bien là, c'est ça. Avec ça, c'était quasiment impossible. Ça nous donne une prévision de débit trop considérable, pas mal considérable. Il y a encore de la glace dans la rivière. On a évalué ça aujourd'hui. On arrive d'une réunion. Et puis, il y a encore on appelle des trains de glace qui sont pris dans la rivière en amont. À un endroit, il y a 1 kilomètre de glace d'accumuler. Alors là, avec ce débit d'eau qui va augmenter toute cette eau-là, parce qu'on comprend aussi qu'il va faire plus chaud. Oui. On annonce des 10 degrés. Donc, là, alors, la fonte va s'accumuler, accumuler l'eau en plus de la pluie. Ça fait que ça va faire une trop grande quantité. Alors, ces trains de glace-là, il y a des bonnes chances qu'ils partent et puis ils s'en viennent au centre-ville. Alors, c'est ça qu'on essaie de se prémunir actuellement ici, puis voir prévenir les gens. On a fait des appels automatisés, finalement. Il y a eu une alerte là, qui a on été, l'a fait hier. Mercredi soir, en fait. C'est ça, pour aviser les gens qu'on est sur surveillance, à haute surveillance. Et puis, il y a une possibilité, finalement, que les rivières débordent. Mais c'est pas unique, je pense, à Saint-Raymond. Toutes les rivières au nord, finalement, du fleuve, là, je pense qu'ils sont en danger présentement. Et même au sud aussi. On parle de Montmorency, on parle de toutes les rivières. Là. Je pense que s'il y a vraiment 90 mm d'eau qui tombe en 3 jours, c'est trop. Il n'y a pas une rivière qui a la capacité de contenir tout ça. Oui. Qu'est-ce qu'on demande aux gens, justement? Premièrement, c'est pour la sécurité des personnes. OK? Même aujourd'hui, on va évacuer une trentaine de personnes. Aujourd'hui? Oui. Ce jeudi soir? Des personnes âgées en mobilité réduite. Bien là, on ne prend pas de chance. On n'attend pas d'être entouré d'eau pour déménager. Là, je pense que les gens... Il faut qu'ils prennent conscience de ça. Alors, s'il y a des gens, ils peuvent aller dans leur famille aujourd'hui. Parce que le point culminant, nous estimons que ce serait peut-être demain, vendredi,
à 18 h, quelque chose comme ça, qu'on va savoir si... Parce que l'eau, ça prend quand même un certain temps avant de venir ici au centre-ville. Quand il pleut, ça prend peut-être 12 heures avant que ça se reflète là, dans le débit d'eau au centre-ville. Donc, il va pleuvoir beaucoup cette nuit, 25 mm qu'on estime. Et puis, cette vague-là va venir un peu demain après-midi. Alors, si les gens peuvent déménager à un moment donné temporairement, une journée ou deux, pour voir ce qui va se passer, qui va réintégrer leur foyer après, les gens peuvent rester là aussi, mais prévenir des choses qui ont au sol, qui peut être attaqué par l'eau, enlever leur automobile, entre autres, pour ne pas rester pris dans l'eau, parce que s'il y a 1 mètre d'eau, on sait que c'est un gros dommage pour les automobiles. OK. Donc, on demande aux gens à mobilité réduite, justement, de peut-être passer la fin de semaine prendre quelques ailleurs, jours, peut-être, et protéger sa résidence. C'est ça. Nous, on était déjà en mesure d'urgence. Vous savez qu'on a un plan de mesure d'urgence qu'on met pratiquement... Vous allez déployer, régulièrement, il est déjà déployé. En fait, on a déjà des espaces. Ça va être à la polyvalente. S'il y a des gens qu'il faut évacuer et puis qui n'ont pas aucun endroit à aller, on va les accueillir à la polyvalente. Alors, les gens sont déjà là en place avec tout ce qu'il faut pour s'il arrive un débordement de la rivière. Et vous avez aussi un siège social, si on veut, d'urgence qui est à la Maison de la Justice. Oui, c'est ça. Lui, il est déjà en place. On s'est rencontrés là aujourd'hui. Oui. Avec la Sûreté du Québec et puis le ministère des Transports, parce que c'est inquiétant pour les routes aussi. Vous comprendrez une grande quantité d'eau comme ça. Les routes au printemps, ils sont plus fragiles. Alors, il y a bien des chances qu'il y ait des bouts de route. Comme la rivière Bras-du-Nord, justement, dans le bout de Saputo. C'est ça, la 367 dans le bout de Saputo. Il y a des risques quand même de débordement. Il y a des risques de débordement, puis de briser la route, et puis qu'elle ne soit plus carrossable, fasse faire une voie de contournement. Là. Fait que le ministère des Transports est impliqué là-dedans aussi. Oui. Qui fait partie, en fait? Quelle organisation fait partie du plan d'urgence? Vous avez la Ville? On a le ministère de la Sécurité publique qui vient avec nous. On a la Sûreté du Québec, le ministère des Transports, et puis tous les employés, nous autres, qu'on a. Bien, finalement, les pompiers aussi, qui sont en première ligne, avec le chef pompier qui dirige tout ça, et puis le directeur général, les directeurs de différents départements qu'on a impliqués, nous autres, à la Ville. Alors, ça va être un beau Pâques qui va passer. Malheureusement, ça tombe toujours dans une fête. Ben oui. Dans un long congé, mais... Alors, on les remercie d'avance pour le temps qui va passer. Oui, c'est ça. Mais on espère que ça va bien se passer, mais il faut quand même rester prudent pour ne pas rester pris dans une situation entourée d'eau dans sa maison. Quelqu'un qui est en problème, on compose le 911? Exact. C'est ça le mieux là, pour signaler qu'on est en problème. Puis à ce moment-là, nous autres, on va les chercher, on va être équipés pour les chercher et les évacuer. Si ça arrive. Oui, et peut-être pour les familles, en fait, c'est pour ça, l'appel automatisé, on a 800 personnes inscrites dans cet appel-là. Alors hier, on les appelle tous, mais des fois, ça peut être un parent qui a un père et une mère dans une région qui peut être inondée. Alors, ils sont avertis qu'il peut y avoir danger. Alors, ils vont venir s'en occuper. C'est un peu ça le but de l'exercice. Oui. En termes de communication, s'il se passe quelque chose à la télévision communautaire régulièrement, vous pensez faire des points de presse, en fait? On fait des points de presse. Notre site Internet aussi, on peut aller le voir. On met à jour. Vous allez le mettre quotidiennement à jour. Aussi, on a notre système téléphonique, on appelle à la Ville à 418-337-2202. On fait le 8, on a l'état de la rivière journalièrement. Aussi, on a réservé CGSR, on va faire des choses en direct s'il y a lieu. Si jamais il y a une inondation, on va faire ça en direct pour dire exactement la situation et qu'est-ce qu'on va faire. Oui, donc les gens vont pouvoir suivre effectivement l'évolution de la rivière tout au long de la fin de semaine. Et vous considérez que le moment important, c'est ce vendredi, 19 vendredi soir, avril, aller jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, dans la nuit peut-être? OK. C'est là qu'il y a le plus gros de la pluie. C'est là qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe. Si ça va passer ou si ça passera pas. Oui. Alors, merci. On espère que... En espérant effectivement que des fois, Dame Nature... Qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Des fois, ils se trompent dans leurs prévisions. C'est ça qu'on en parlait cette passée. On espérait tout le temps au cours de la semaine que ça changerait, mais ça n'a pas changé. Non, c'est ça. Et puis, ça a resté vraiment avec ces prévisions-là. Alors, c'est pour ça que là, il faut se mettre prêt. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et dire qu'il n'y en aura pas. On est prêt. Puis si jamais c'est moins pire, tant mieux pour les citoyens. Tout à fait. Alors, M. Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, merci de ces informations et on suit ça, bien sûr, avec vous près. Parfait. Merci. Merci.
Dans la Jacques-Cartier, des élus municipaux de la MRC et du gouvernement du Québec ont annoncé le vendredi 12 avril dernier au centre communautaire de Shannon les 7 projets qui ont été retenus dans le cadre du fonds de la région de la Capitale-Nationale pour la MRC de la Jacques-Cartier. L'annonce a été faite en présence du député de Chauveau, Sylvain Lévesque, du préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu, du président de la Société de développement économique de la Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Pierre Delbecq, du député de Montmorency, François Simard, et du député de la Pelletrie et ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, Éric Kerr. La MRC de la Jacques-Cartier dispose d'une enveloppe de près de 6 millions de dollars jusqu'en 2022. Près de 900 000 $ du fonds sont donc maintenant investis pour la réalisation des 7 projets qui touchent les secteurs manufacturiers, communautaires, du sport, de la santé, des enfants en garderie, du tourisme et des services principalement à Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Beauport, Stoneham-Tewksbury et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ainsi, 300 000 $ du fonds serviront à améliorer les infrastructures et les services au parc de la forêt ancienne du Mont-Wright dans la municipalité des cantons unis de Stoneham et Tewksbury. 137 250 $ permettront l'implantation d'un service e-médecine, c'est en fait de la télémédecine par Internet, à la coop de santé à Sainte-Brigitte-de-Laval, une coopérative de solidarité. 33 000 $ seront utilisés pour relocaliser au cœur du village de Sainte-Brigitte-de-Laval un café-boutique familial, la Bulle Boutique, qui offre des produits à caractère écologique et en vrac. 12 000 $ financeront une étude de faisabilité pour la construction des rampes de ski acrobatiques au Centre national d'entraînement Yves-Laroche à Lac-Beauport. 10 200 $ permettront à l'organisme Timouche d'Ambrousse, qui est basé à Lac-Beauport, d'offrir 16 activités de plein air aux enfants en garderie et en établissement scolaire de la MRC. Et sur la scène manufacturière, 2 entreprises de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier reçoivent chacune 200 000 $ pour favoriser leur expansion, avec ce montant SM Suspension pour investir au total 600 000 $ pour développer une nouvelle technologie brevetée dans son secteur d'activité. SM Suspension développe, fabrique et installe des systèmes de suspension pour augmenter la capacité de charge des véhicules lourds. L'entreprise, propriété de Martin Durand-Maheu, emploie près d'une vingtaine de personnes. Et l'entreprise Atelier d'usinage Maheu, de la même famille, investira au total 500 000 $, incluant les 200 000 du fonds, pour agrandir l'usine, optimiser les équipements et développer le marché international. Atelier d'usinage Maheu de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier emploie entre 20 et 25 travailleurs. Dans son allocution, le préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu, a tenu à rappeler que ce fonds est un geste de confiance du gouvernement envers le milieu municipal. On l'écoute. Rappelons en terminant que le Fonds de la région de la Capitale-Nationale a été mis en place afin de contribuer au dynamisme, à la vitalité, au développement, à l'essor de la Capitale-Nationale, tout en respectant l'autonomie et les pouvoirs de ses composantes, telles que les MRC. C'est un geste de confiance envers le milieu municipal. L'aide financière annoncée aujourd'hui à ces 7 projets démontre l'impact significatif que peut représenter un tel fonds en matière de développement économique régional. Enfin, permettez-moi de souhaiter le plus grand des succès à nos entrepreneurs présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour sa part, le député de la Pelletrie et ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, Éric Kerr, a porté son allocution sur la dimension entrepreneuriale et son importance pour les communautés. L'actuel gouvernement a un respect infini pour les entrepreneurs. Vous le savez, là, le premier ministre le dit, je pense, à satiété, à quel point c'est un élément sur lequel la société devait travailler, soutenir, valoriser, aider nos entrepreneurs parce que, fondamentalement, ce sont eux qui créent de la richesse. Et donc, aujourd'hui, les entreprises et les entrepreneurs dont on parle, puis Pierre l'a abordé succinctement, ce n'est pas des très grandes entreprises, ce n'est pas des noms qu'on va voir rayonner dans l'espace public. Mais c'est tellement fondamental pour nos économies locales, c'est tellement fondamental pour le tissu de nos communautés d'avoir ces entreprises-là qui créent de la richesse, des emplois, de l'activité économique dans chacune de nos localités. Moi, je leur lève mon chapeau parce que ça prend du courage
pour être un entrepreneur. Ça prend de la colonne pour être entrepreneur. Puis je pense qu'il faut être fondamentalement fou pour être un entrepreneur. Et je les salue, ces entrepreneurs-là. Et c'est un devoir, je pense, pour tout gouvernement, en tout cas particulièrement pour le nôtre, de soutenir les entrepreneurs dans leur folie, dans leurs rêves, dans leur passion et surtout dans leur mission fondamentale de créer un tissu économique social dans chacune de nos communautés. Donc, au nom du premier ministre du Québec et de tout le gouvernement du Québec, merci de ce que vous faites. Puis aujourd'hui, demain et dans les prochaines années, comptez sur le gouvernement actuel pour vous soutenir dans la mesure du possible et faire du Québec un Québec plus entrepreneurial. Soulignons que du côté de la MRC de Portneuf, 4 projets ont été retenus dans le cadre du Fonds de la région de la capitale nationale pour un investissement total de 1 050 000 $. Les projets seront dévoilés en conférence de presse ultérieurement en compagnie des promoteurs et des élus municipaux et provinciaux. Une société d'histoire vient de voir le jour officiellement à Pont-Rouge. Les administrateurs de la nouvelle organisation à but non lucratif, la municipalité et les députés provinciaux et fédéraux ont procédé à l'annonce officielle ce lundi soir, 15 avril, au Moulin Marcoux. Une date mémorable. Pont-Rouge a été fondé le 15 avril 1867. Il y a donc précisément 52 ans. Il y avait en fait précisément 152 ans le 15 avril dernier. Une douzaine de personnes passionnées par l'histoire et le patrimoine de Pont-Rouge se sont mobilisées il y a 6 mois pour en arriver à annoncer officiellement sa création et ses engagements envers la communauté. Jacques Matt est le président du comité provisoire. Les projets sont nombreux et les retombées peuvent être multiples en termes de connaissances, de tourisme, de loisirs, de qualité de vie, d'animation, de sentiment d'appartenance et d'attractivité. À cela s'ajoute une retombée fort importante qu'est la préservation de la diffusion de la mémoire des gens de notre époque et de ceux qui nous ont précédés. Dans le cadre de sa mission, la Société d'histoire de Pont-Rouge s'est fixé comme objectif la promotion, la conservation et la mise en valeur du patrimoine historique de Pont-Rouge. L'atteinte de ces objectifs passe notamment par la sensibilisation de la population à l'histoire de Pont-Rouge, à la généalogie et au patrimoine, à la recherche et à la diffusion des connaissances sur l'histoire de Pont-Rouge, la cueillette, la mise en valeur et la conservation de témoignages, des documents et des photos à valeur historique. La Société d'histoire de Pont-Rouge, en plus d'un site web et une page Facebook déjà en ligne, entend développer différents moyens de diffusion et d'animation, dont des publications, des expositions, ateliers, activités de commémoration, recueil de témoignages des anciens de Pont-Rouge, un guide de toponymie, en plus de conférences en collaboration avec les organismes du milieu et aussi avec les sociétés d'histoire de d'autres municipalités. D'ailleurs, lors de la conférence de presse, lundi soir, on retrouvait dans la salle des représentants des sociétés d'histoire et de patrimoine de Saint-Raymond, Saint-Casimir, Neuville, Saint-Basile et Saint-Augustin de Desmaures. La municipalité de Pont-Rouge offre un local à la Société d'histoire à Place Saint-Louis et la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge offre aussi de l'espace au Moulin Marcoux pour des rencontres. Un espace à Place Saint-Louis sera aussi aménagé pour consulter et conserver les documents d'archives. Une entente a été établie entre le Centre d'archives régional de Portneuf pour la conservation de documents à long terme. La Société d'histoire souhaite aussi mettre en valeur le patrimoine bâti de la municipalité. Le pont de couleur rouge est devenu la signature visuelle de la Société. La première activité gratuite est prévue le mardi 7 mai à compter de 19h à la salle Marcel Bédard de Place Saint-Louis. Émilie Guilbeault-Caillé donnera une conférence sur le livre qu'elle a écrit sur les Sœurs de la Charité de Saint-Louis. D'ailleurs, des sœurs qui ont vécu au couvent ont confirmé leur présence à cette conférence. Et à l'automne, la Société entend présenter un atelier sur la gestion de ses propres archives ou souvenirs. Aucune date n'est arrêtée pour l'instant. Il en coûte 10 $ pour devenir membre de la Société d'histoire de Pont-Rouge.
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, le CIUS, de la capitale nationale et les centres de formation professionnelle Fierbourg à Québec et ceux de Portneuf et Charlevoix annoncent que la formation rémunérée pour devenir préposé aux bénéficiaires a connu un engouement exceptionnel. Les dirigeants du CIUS sont confiants d'atteindre l'objectif de 125 élèves préposés pour la capitale nationale. Au centre de formation Fierbourg, près de 70 élèves débuteront leur formation dès ce printemps et une autre cohorte débutera à l'automne. Du côté du centre de formation de Portneuf à Saint-Raymond, une trentaine de personnes ont manifesté leur intérêt depuis les 3 dernières semaines, ce qui augure bien, selon son dirigeant Sébastien Gilbert. 24 personnes du côté du centre de formation de Charlevoix et d'autres inscriptions sont encore possibles. Rappelons que chaque élève qui réalise la formation pour devenir préposé en CHSLD au CIUS de la capitale nationale pourra recevoir une rémunération de près de 15 000 $ en à peu près 6 mois et obtenir un poste permanent. La formation rémunérée mène à un diplôme d'études professionnelles comprenant un total de 870 heures, dont 665 heures en établissement. Le CIUS de la capitale nationale a besoin de 350 préposés aux bénéficiaires dans l'ensemble de son territoire. À la MRC de Portneuf, ce mercredi soir, 17 avril, les maires tenaient la séance publique du mois d'avril. Parmi les sujets qui retiennent notre attention, notons que 7 projets ont été retenus et recevront une aide financière de la MRC touchant la valorisation des territoires non organisés, communément appelés les TNO, pour un total de subvention de 50 000 $. Le directeur du service de l'aménagement du territoire et urbanisme à la MRC, Jean Lessard, nous décrit les projets retenus et le montant des subventions accordées. Le premier projet concerne la réfection et l'entretien du chemin d'accès des chalets du kilomètre 32 dans le secteur du Petit-Lac-Batiscan. C'est un projet qui est présenté par l'Association des propriétaires des chalets du secteur. La subvention recommandée est de 3 060 $. Le deuxième projet concerne l'amélioration du chemin menant au secteur Baudet. C'est un projet qui est présenté par le regroupement des propriétaires du secteur pour une subvention de 11 500 $. Troisième projet, ça concerne l'opération d'un site de déchets domestiques. Donc, c'est un projet récurrent qui revient chaque année. Un projet présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche pour une subvention de montant de 8 940 $. Quatrième projet, ça concerne le réaménagement des campings La Salle et Lieto, projet présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche pour une subvention recommandée de 11 500 $. Cinquième projet, donc, ça concerne l'amélioration d'un chemin forestier dans le secteur des lacs Jelly et Lagon. C'est un projet qui est présenté par la ZEC Batiscan-Nelson pour une subvention recommandée de 10 000 $. Sixième projet concerne l'amélioration d'un accès collectif au plan d'eau dans le secteur du lac Roussillon. Projet présenté par la ZEC Batiscan-Nelson pour une subvention de 1 800 $. Le dernier projet concerne des travaux de voirie forestière sur les chemins menant à certains lacs. Projet présenté par le club Chasse et Pêche Roquemont pour une subvention recommandée de 3 200 $. Une étude sera réalisée au cours des 8 prochains mois dans Portneuf pour élaborer une stratégie jeunesse et ainsi favoriser le retour des jeunes finissants en région. D'anciens jeunes de Portneuf de niveau secondaire 3, 4 et 5 qui ont déjà été interrogés et qui sont maintenant âgés entre 21 et 27 ans seront interpellés et on souhaite savoir combien de ces jeunes sont allés étudier à l'extérieur, qui sont revenus ou non dans Portneuf et pourquoi. Une agente de recherche a été embauchée pour élaborer l'étude et le secrétariat de la capitale nationale a déjà versé une subvention pour ce projet. Soulignons que les coopératives jeunesse de service, les CJS, dans Portneuf portent désormais le nom de coopératives d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. On en compte 5 en 2019 à Pont-Rouge, Saint-Basile, Sainte-Christine d'Auvergne, Donnacona, Saint-Léonard de Portneuf et Deschambault-Grondines. Chacune de ces coopératives reçoit un montant de 1 000 $ de la MRC de Portneuf.
La Fondation d'aide aux sports amateurs de Portneuf, la FASAP, a annoncé ce mercredi soir les nouveaux critères d'admissibilité et les nouveaux formulaires à compléter pour les futurs boursiers et leurs entraîneurs. Pour nous en parler, nous accueillons en studio le président de la FASAP, Sylvain Germain. Bonsoir, Sylvain Germain. Bonsoir, M. Beausoleil. Vous allez bien? Très, très bien. Ben oui, merci d'avoir accepté cette invitation. Bien, merci de l'invitation. Sylvain, il y a à peu près un an, justement, Mario Larue nous avait comme un peu dérangé en quelque sorte. On ne savait pas trop comment réagir par rapport à ça. Et même le conseil d'administration de la FASAP annonçant justement qu'on laissait tomber le bateau. Comment vous avez réagi à ça, justement? Enfin, moi, j'ai appris la nouvelle le lendemain de l'annonce, lors de la remise des bourses au printemps dernier, pratiquement jour pour jour en date d'aujourd'hui, en avril 2018. Et effectivement, ça donnait un coup parce que, bon, la Fondation, moi, la connaissant avec le milieu municipal depuis quelques années quand même, on voyait les bienfaits pour les athlètes, les bienfaits pour leurs familles, les bienfaits pour la communauté, évidemment. Et bon, là, au début, on a entendu justement M. Larue, mon prédécesseur à la présidence, quittait. Et par la suite, là, j'ai pu comprendre que l'ensemble des membres du conseil d'administration quittaient également. Donc, le cri du cœur que M. Larue a annoncé en avril, de dire, bon, bien, là, on vous l'annonce, nous, on quitte en bloc et on aimerait que des gens puissent prendre le relais. Et la date butoir était le 30 juin. Ben oui. Ouais. Donc, mais pourquoi votre implication, justement? Comment ça vous a touché tant que ça? Bien, en fait, on doit remettre à César à qui ça lui appartient. M. Raymond Franqueur, le maire de Sainte-Christine-d'Auvergne, m'a interpellé directement. Il m'a appelé. M. Franqueur, qui, à l'époque, à l'origine, lors de la création de la Fondation, il y a 24 ans, il y a 25 ans aujourd'hui, a fait partie du premier conseil d'administration avec M. Raymond Carpentier, entre autres. Bon, M. Franqueur m'interpelle, me dit « Sylvain, écoute, j'aimerais ça, je trouve ça triste, j'aimerais ça qu'on puisse repartir. » Puis je dis « Bon, moi aussi, ça m'a fait quelque chose. » Je dis « Bon, on peut essayer de faire quelques téléphones. » Il y avait quelques idées, j'en avais quelques-unes. Donc, on a tenté de rejoindre des gens. Puis les premières personnes qu'on a interpellées, chacun de notre côté, ont accepté. Donc, on s'est fait une petite rencontre informelle dans un premier temps, début juin à peu près. Et le 20 juin l'an dernier, là, on a vraiment fait une rencontre formelle. Là, on s'est dit, bon, ben oui, on se lance. Et là, on a décidé de me nommer à la présidence. Puis comme je l'ai dit, puis je l'ai redit d'ailleurs lors de la conférence de presse hier, moi, j'avais une condition. Je dis oui, je suis prêt à apprendre à devenir capitaine de ce navire-là, mais je vais vouloir que vous vous impliquiez avec moi. Et je vous dirais que depuis juin l'an dernier, là, ils me le rendent très bien. C'est très plaisant de travailler avec ces gens-là qui sont impliqués, dynamiques, motivés par la cause. Donc, c'est vraiment un beau conseil d'administration. Oui. Il faut rappeler la mission de la Fondation d'aide. En fait, vous venez en aide aux athlètes Portneuvois, familles. Oui. Et vous amassez des fonds, en fait. Absolument. Essentiellement. Le but de la Fondation, essentiellement, et c'est pour ça qu'elle a été bâtie, c'est comme ça qu'elle a fait son nom. Donc, c'est de ramasser des sous dans la collectivité par différentes activités de financement et de pouvoir les remettre à des bourses. Donc, il y a un programme de bourses qu'on a justement annoncé les critères d'admissibilité modifiés, les nouveaux, avec les nouveaux formulaires. Et le but étant de pouvoir en redonner à ces athlètes-là qui se démarquent au niveau régional, provincial, national et international. Donc, on leur donne une petite tape en arrière de l'épaule. C'est pas des millions, mais en même temps, ces sous-là, on sait qu'ils sont grandement appréciés par les athlètes, leurs familles, qui doivent justement mettre beaucoup la main dans leur poche là, pour faire les compétitions, se déplacer. Ça coûte cher. Ah oui, ça coûte cher, ça coûte cher. Tout à fait. Et vous avez justement modifié certaines règles. Quelles sont les principales modifications? Je vous dirais que la principale, celle qui est venue... je dirais d'un automatisme. Il y a quelques mois, a été annoncé justement un partenariat avec la MRC de Portneuf, un partenariat important. La MRC a toujours supporté la Fondation et nous, lorsqu'on est allé faire nos représentations à l'automne, dans la période budgétaire, on a vraiment martelé sur le fait que 2019 était le 25e anniversaire. On était un nouveau conseil d'administration, on a fait beaucoup de tempêtes d'idées, comme on pourrait dire, pour revoir
plein le mode de fonctionnement, les activités de financement. Et, entre autres, lorsque la MRC nous a annoncé la bonne nouvelle qu'il nous octroyait 25 000 $ pour 2019. Ouais, ça part bien, hein? Ça part très bien. Ouais. Et ça donne beaucoup de crédibilité à l'organisation. Puis on l'a vu dans notre sollicitation qu'on a eu à faire par la suite auprès des gens d'affaires. C'est sûr que quand on a un partenaire comme la Fondation, comme la MRC de Portneuf et Desjardins également, qui nous ont donné un fier coup de main au départ, donc ça fait en sorte que ça donne la crédibilité. Et là, oups, les gens d'affaires se greffent au fur et à mesure. Donc, notre premier critère pour répondre à votre question étant de faire en sorte que les boursiers et boursières qui allaient être acceptés devaient obligatoirement demeurer, soit eux ou elles, et leur famille ou leur famille dans Portneuf. Parce qu'on sait que des fois, les athlètes doivent s'exiler un peu pour pouvoir s'entraîner. Donc, des fois, leur pied à terre n'est pas officiellement dans Portneuf, mais leurs parents sont dans Portneuf. Donc, c'était le critère numéro 1 qu'on voulait retenir, en tout respect avec la contribution des contribuables à la MRC. OK, ça veut dire que, mettons, un athlète qui va s'entraîner aux États-Unis, pour quelles que soient les raisons, ne pourrait pas... En fait, à moins que son adresse... soit dans Portneuf ou l'adresse de ses parents. Soit dans Portneuf. Donc, parce que justement, il y en a que, comme je dis, pour les études ou le sport, leur centre d'entraînement est à l'extérieur. Donc, on ne veut pas leur nuire, mais en même temps, on veut vraiment restreindre ça aux athlètes qui sont actuellement dans Portneuf. Et quel que soit l'âge, en fait. Oui, absolument. Ça, c'est une d'autres ajustements qu'on a apportés avec un peu ce qu'on a entendu dans le milieu. On est allé s'enrichir un peu, s'alimenter des commentaires qu'on pouvait recevoir pour pouvoir bonifier un peu certains points. Et celui-là en était un. Nous, on se disait dans la définition Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf, il n'y a pas d'âge. Il y en a qui, il y a des jeunes athlètes, on a des athlètes étudiants et on a des athlètes adultes qui font des compétitions, qui se démarquent, qui nous représentent très bien à l'extérieur de la région. Donc, on disait, pourquoi pas les encourager aussi à leur niveau. De toute façon, dans nos critères, il y a quand même des critères au niveau des contraintes d'entraînement, des contraintes financières, le profil de performance des athlètes. Donc, tout ça rentre en ligne de compte, mais il n'y a pas de barrière au niveau de l'âge. OK. Ça, ces formulaires-là sont déjà disponibles? Oui, depuis hier. Depuis hier, officiellement, sur notre site Internet, donc www.fasap.ca. C'est très facile. Dans la section bourse, les gens peuvent aller chercher les formulaires. On a des formulaires pour les athlètes et des formulaires pour leurs entraîneurs également qu'ils doivent obligatoirement compléter. Mais des fois, pour voir la performance de l'athlète, donc on veut avoir une reconnaissance de l'entraîneur qui suit son athlète. Qui appuie, en fait, la demande de l'athlète. Là. Exactement. Donc, c'est joint dans la même demande et ces demandes-là doivent être acheminées, nous, à l'adresse indiquée entre le 1er et le 30 juin 2019. OK, donc c'est tout le mois de juin, les athlètes et les entraîneurs doivent remplir le formulaire. Absolument. Absolument. Vous prenez l'été, j'imagine, pour analyser tout ça. Oui, on a un comité restreint qui analyse l'ensemble de ces demandes-là. Et c'est 30 boursiers maximum qui vont pouvoir être reconnus. De la relève jusqu'au niveau international. Absolument. On a trois catégories, donc athlètes de niveau national ou international, athlètes de niveau provincial et athlète de développement et de la relève. Et cette année, ce qu'on rajoute, on rajoute une catégorie athlète de l'année. Donc, à chaque année, on va remettre un trophée à l'athlète coup de cœur ou l'athlète qui se sera le plus démarqué au niveau de ses performances dans les 12 derniers mois. OK. Parlons maintenant de la collecte d'argent. En fait, il y a déjà une première activité, en fait, au mois de mai. Donc, dans le remue-ménage, justement, des activités de financement qu'on parlait tout à l'heure, notre première activité, c'est notre activité majeure. Donc, c'est un souper bénéfice qu'on organise au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Ça va avoir lieu jeudi, le 9 mai prochain. Et, les cartes sont mises en vente depuis le mois de janvier. Ça va très bien. On parlait de 200 à peu près, 200 cartes de vendues jusqu'à maintenant? 200 cartes de vendues et on en accepte encore. On ne veut pas refuser personne. Donc, ça va très, très bien, la sollicitation. Les gens d'affaires répondent très bien. Je dirais qu'on a plein de partenariats au niveau de nos plans de visibilité des gens d'affaires qui ont embarqué. Soit en achetant des cartes ou en devenant partenaire, on va leur donner la visibilité en conséquence. Mais non, ça répond très bien. Et ce sera une belle soirée. Oui, on commémore les 25 ans de la Fondation. On souligne vraiment les 25 ans de la Fondation. On souligne
souligne les 25 ans, il va y avoir quelques petits clins d'œil. Notre président d'honneur est Andy Genois. Ben oui, footballeur. Footballeur émérite, oui, c'est ça. Donc, d'ailleurs, j'ai plusieurs contacts ces jours-ci avec Andy. Je sais que très sympathique. Et Andy, qui a justement porté les couleurs du Balbuzard de l'École Louis-Jobin de Saint-Raymond, jouait dans plusieurs sports. Il a joué, je pense, il a fait du soccer, fait du basketball également. Et il a évolué au niveau du football, au niveau collégial. Et on l'a connu, entre autres, avec son apport pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, avec ses coéquipiers qui ont pu gagner la Coupe Vanier. Actuellement? Actuellement, oui. Bien, là, il est encore aux études, à sa 3e année à l'université. Et on a eu une belle surprise dans les dernières semaines. Lors de notre souper bénéfice, on aura, en compagnie d'Andy, la Coupe Vanier. Donc, on était capable... C'est officiel. Vous avez réussi à l'avoir. On a réussi à l'avoir. Donc, elle va être avec nous. Donc, les gens pourront se faire photographier avec Andy, avec la Coupe Vanier. Comment on fait pour assister au souper? En fait, soit nous contactent, nos coordonnées sont sur notre site Internet. Nos membres de conseil d'administration qui sont très actifs, là, se promènent un petit peu partout. Donc, les gens peuvent directement les interpeller ou sur notre site Internet, vous avez des adresses pour nous rejoindre, vous nous dites le nombre de cartes. Les gens peuvent réserver leur place sur Internet. Ils ne peuvent pas les payer par Internet, mais ils peuvent les réserver. Puis, on communique avec eux rapidement. 110 $ par carte. Là. Par carte. Parfait. Donc, ça comprend un souper 4 services qui va être fourni cette année par le Mondial. Donc, M. Jean-François Drolette et toute son équipe. Donc, on va très bien manger. Il y a la présence d'un humoriste qui va être là pendant la soirée pour agrémenter toute cette soirée-là. Et plusieurs beaux petits témoignages. C'est la première activité, mais il y en aura d'autres? Il y en aura d'autres. Vous avez pensé à combien d'activités de financement par année? 2. Donc, la majeure est celle-là, celle du souper bénéfice, qu'on va vouloir en faire un événement annuel. Il y avait, antérieurement, il y avait le souper aux huîtres qui était organisé par la FASAP. Donc, on l'a transformé un peu pour faire ce souper bénéfice-là. Et on va avoir une activité le dimanche, le 15 septembre, qui va être une randonnée de vélo familiale et dans 3 points simultanés en même temps dans la MRC. Donc, on va vous revenir avec des détails. On ne veut pas donner toutes les punches tout de suite, mais il y aura 3 points de ralliement. Il va y en avoir pour tous les goûts. Des parents avec leurs jeunes enfants, d'autres, des gens qui font des randonnées, vraiment du vélo de route. Ils vont en avoir également, on a pensé à eux, donc il va y avoir une randonnée, un circuit qui va être fait pour eux. Donc, et ça va être vraiment un événement, pour ramasser des sous et pour faire connaître encore davantage la Fondation auprès des gens de la MRC. Là. Oui, et peut-être en terminant, comment vous allez remettre les bourses aux athlètes? Bien, la remise des bourses, qui est toujours un moment pour ceux et celles qui ont déjà assisté à ces remises-là, c'est toujours des soirées très touchantes, pleines d'émotions. Et cette année, la remise des bourses va avoir lieu le vendredi, le 25 octobre, au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, vous voyez, je veux juste faire des liens, mais la Fondation... C'est la Fondation d'aide au sport amateur de Port-Neuf. Donc, notre conseil d'administration est maintenant... Oui, de tout Port-Neuf. Et notre conseil d'administration représente bien géographiquement. Donc, on est positionné un peu partout. Donc, nos activités, on va vouloir vraiment toucher l'ensemble de Port-Neuf. Et jusqu'à maintenant, on réussit bien. Souper bénéfice à Saint-Raymond, remise des bourses à Saint-Marc-des-Carrières et notre randonnée de vélo. Vous allez voir 3 lieux simultanés différents dans Port-Neuf. C'est sous forme d'un gala? Oui, la soirée remise des bourses. Soirée remise de bourses, gala, présentation des athlètes nominés. Donc, c'est toujours riche en émotions pour les athlètes, leur famille immédiate. Peut-être une minute. Est-ce qu'en 25 ans, on a pu voir l'impact de la Fondation dans Port-Neuf au niveau des athlètes? C'est sûr. C'est sûr et certain. Des gens on a pu les voir dans les dernières années. On a vu vraiment au niveau de la natation. On a vu les Audrey Lacroix qui se sont démarqués, les Catherine Savard. On en a eu dans tous les sports. Puis, lorsqu'on regarde, moi, ce qui m'a marqué lorsque je suis arrivé, puis là, j'ai pu faire une transition avec M. Larue qui était là. Je regardais l'ensemble des sports dans lesquels des bourses avaient été données au fil des années, autant des sports hivernales que des sports estivaux, on voyait les catégories, puis je me disais, j'avais pas pensé. C'est impressionnant de voir le nombre de sports différents. Absolument. Sport d'équipe, sport individuel. Fait à noter, dans les sports d'équipe, on parlait des critères d'admissibilité. Les sports d'équipe sont acceptés, évidemment, des athlètes qui se démarquent à l'intérieur d'une équipe. C'est sûr. Un peu comme Andy Genois le fait au football. Mais
les deux critères, les jeunes doivent avoir minimum 16 ans et faire partie d'une équipe de niveau provincial, soit au niveau civil ou au niveau scolaire. Donc, c'est les deux conditions, mais les athlètes qui performent en sport d'équipe sont acceptés. Plus de détails et tout ça sur le site de la FASAP. Oui, www.fasap.ca. Ça nous fait toujours plaisir de répondre aux gens qui ont des questions. Sylvain Germain, président de la Fondation d'aide au sport amateur de Port-Neuf. Merci. Ouais, bien, merci à vous. La Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond tenait ce mercredi soir au Centre multifonctionnel Roland-Dion son gala, le Sommet 2019. L'événement vise à mettre en valeur et faire découvrir des entreprises du territoire de la Chambre de commerce et reconnaître les démarches entrepreneuriales des gens qui sont derrière ces entreprises. Plus d'une cinquantaine d'entreprises s'étaient portées candidates dans une ou l'autre des catégories en lice. Les honneurs de la soirée sont allés à l'hôtel Le Roquemont dans la catégorie Le Charme, construction côté fils, catégorie L'Actuel, restaurant, bar La Croquée, catégorie Le Draveur, Sushi M et compagnie, catégorie L'Essentiel, Louise Barrette-Denis de la quincaillerie Home Hardware dans la catégorie Le Rock. Le vote populaire est allé à l'harmonie des sens, esthétique et massothérapie, et un soutien particulier de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond est allé à la clinique chiropratique de Saint-Raymond et au domaine de la passerelle qui offre la location de chalets. À Sainte-Christine d'Auvergne, le groupe de la FADOC Joie de vivre annonce que le projet d'une cuisine communautaire qui servira aussi d'atelier culinaire est en cours et que son lancement sera communiqué ultérieurement. L'organisme, qui s'adresse particulièrement aux personnes de 50 ans et plus, a reçu des aides financières de différents paliers de gouvernement et de la Caisse des Jardins, totalisant près de 50 000 $ pour réaliser ce projet. La cuisine sera disponible à l'ensemble de la communauté auvergnate et aux résidents de l'extérieur. À compter du 26 juin, les centres d'hébergement et de soins de longue durée du secteur Port-Neuf du CIUS de la capitale nationale recevront la visite de jeunes bénévoles dans le cadre du projet Sony Action. Ce projet permet à des jeunes âgés de 12 à 17 ans de participer à la vie des résidents aînés en animant bénévolement les centres d'hébergement pendant la saison estivale. Sony est un adolescent décédé accidentellement à l'âge de 14 ans et il passait plusieurs moments à partager sa joie de vivre avec les personnes âgées. Son père, Alain Desbiens, pour lui rendre hommage, a fondé la fondation Sony D Extrême à Shawinigan en 2007. En mai 2018, au Forum sur les meilleures pratiques usagers CHSLD et soutien à domicile, la fondation a reçu une subvention d'1,7 million sur 4 ans pour étendre le projet à d'autres régions du Québec, dont la Mauricie, l'Estrie, Chaudière-Appalaches et Montréal. On estime à plus de 8100 heures de bénévolat effectuées à l'été 2018 par les jeunes Sony. Et au CIUS de la capitale nationale, on vise à aménager des espaces propices à la pratique d'activités intergénérationnelles dans nos CHSLD pour briser l'isolement des aînés et de leur permettre de continuer à participer à la vie communautaire. D'ailleurs, les profits de l'encan chinois de la Fondation des services santé et sociaux de Port-Neuf du 26 avril prochain à Pont-Rouge iront au projet Soleil Ma Vie. L'événement débutera à 19h à la Maison des aînés à Place Saint-Louis à Pont-Rouge. Les billets sont en vente au coût de 20 $ sur le site de la Fondation à fssp.ca. La relève entrepreneuriale agricole est invitée à participer au concours intitulé « Sur les traces de Louis Hébert », qui en est à sa 3e édition. Louis Hébert, un Français né en 1575 à Paris, est mort le 25 janvier 1627 à Québec, est surtout connu comme étant le premier colon à s'être installé en Nouvelle-France. Ce concours s'adresse aux futurs entrepreneurs qui souhaitent s'établir en agriculture sur le territoire de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Les inscriptions sont en cours jusqu'au 20 mai prochain. 5 bourses totalisant 11 500 $ seront distribuées aux 5 gagnants qui auront franchi une audition, la préparation d'un plan d'affaires accompagné par un agroéconomiste et l'évaluation du jury. La présentation des projets devant le jury et le public aura lieu le mercredi 13 novembre à l'amphithéâtre Hydro-Québec de l'Université Laval. Les modalités et critères de sélection sont disponibles sur le site web concourslouishébert.com. Et ce concours est issu d'une entente sectorielle qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.
Ce jeudi midi, 18 avril, à l'école secondaire de Donnacona se tenait une activité intitulée « Photomaton UV » de la Société canadienne du cancer. Cette journée de sensibilisation auprès des élèves s'inscrit dans le cadre des actions de prévention du cancer de la peau de la Société canadienne du cancer sous le thème « Miss et Monsieur UV ». Le comité organisateur du Relais pour la vie de Portneuf a profité de l'occasion pour présenter leurs nouveautés de la 10e édition du Relais pour la vie de Portneuf qui arrive à grands pas. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio une des initiatrices, en fait, du Relais pour la vie dans Portneuf et membre du comité organisateur, Lucie Côté. Bonsoir, Mme Côté. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous accueillir. Mme Côté, peut-être tout d'abord parlons de ce programme de sensibilisation au cancer de la peau. C'est nouveau, c'est une première, ça, dans Portneuf? Dans Portneuf, oui, c'est une première. Ça fait quand même quelques années que ça existe. On sait que la Société canadienne du cancer, dans sa mission, a la prévention, dont le photomaton. On sait aussi que le cancer de la peau, c'est quelque chose qui progresse de plus en plus. Malheureusement. Beaucoup plus de diagnostics. Et avec les années, on a développé le photomaton qu'on appelle, qui sert dans le fond à... C'est un appareil de mesure. Faire de la... Pardon? C'est un appareil de mesure? Oui, c'est un appareil photo qui prend une photo normale et une photo à 3 mm sous la peau. Okay. Donc, on présente aux étudiants, ça s'est fait à l'école secondaire Louis-Jobin, ça s'est fait aussi à l'école secondaire de Donnacona, où 740 jeunes ont été rencontrés, un à un, photo chacun, avec une intervention directe avec l'élève, en lui montrant sa photo, en lui montrant des exemples. Comme et on peut voir avec, Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on voit ici la photo, je crois que c'est la photo du docteur Joanne Frenette qui s'est prêté, qui est notre porte-parole, qui s'est prêté à l'analyse de sa photo par, ça, c'est des médecins en devenir qui sont face à elle, qui analysaient la photo, puis avec des outils, c'est des bénévoles aussi, beaucoup qui ont participé toute la journée à l'événement. Les jeunes devaient être impressionnés, oui, impressionnés, même troublés un petit peu. Ils arrivent, le but, c'est qu'on les voit quand ils rentrent dans la salle, il y a une certaine anxiété pour certains, mais après, le but, c'est justement de les calmer puis de leur expliquer l'importance de la crème solaire, qu'on sous-estime finalement l'importance. Oui, c'est vraiment le secret, l'outil par excellence. Oui, tout à fait. Les crèmes solaires de différents degrés. La force, 30 degrés minimum, mais c'est d'en mettre à répétition dans une journée, c'est pas juste une fois le matin, c'est vraiment aux 2 heures, 2 heures et demie, très important, hiver comme été. Oui, est-ce qu'il y a un nombre, un temps limite au soleil, en fait? Est-ce que quelqu'un, naturellement, peut rester 10-15 minutes? Même pas? C'est bien crémé. Non, il faut se crémer. Il faut se crémer. On voyait, même avec des exemples, des photos que la Société, des documents qu'ils nous ont préparés, pas juste pour le cancer, juste le vieillissement prématuré de la peau. On avait des exemples concrets là, sur photo. C'était incroyable. Alors, on peut vraiment aider tout ça en prévention. C'est quand même beaucoup d'élèves qui ont Oui, puis il y en a beaucoup qui questionnaient, qui posaient des questions et qui nous confirmaient je vais faire plus attention, je vais en mettre plus souvent, je vais être plus vigilant. Puis ça a une démarche importante. Et pour vous autres, le Relais pour la vie Portneuf, l'organisation, c'est une belle aussi, c'était opportun de pouvoir justement lancer vos... Nous, ça fait longtemps qu'on sait que le photomaton existe. Ça fait longtemps qu'on veut qu'il vienne dans Portneuf parce qu'on trouve que ça fait partie de la mission de la Société canadienne du cancer. Et cette année qu'on a su qu'il se présentait dans 2 écoles, on était contents. Et on s'est dit, on va profiter de l'occasion pour lancer le 10e Relais pour la vie, la 10e édition, le 8 juin. Vous êtes une des initiatrices, quelque part, depuis le début, dans le fond, j'étais impliquée dans l'événement, responsable complètement du Relais depuis la 2e année. Un an, en 2008, j'ai perdu mon fils d'un cancer. Et puis, j'aime m'impliquer quand même et je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais connu l'événement, le Relais pour la vie, à Québec. J'avais trouvé que c'était vraiment dynamique, particulier, un événement... très, très différent de ce qu'on connaît, avec une mission sociale importante. C'est une levée de fonds à la base. Mais au-delà de ça, c'est quand même un événement très humanitaire. Il se passe des choses là, très importantes. Un rassemblement. De soir et de nuit, en fait? De soir et de nuit. Un événement plein d'émotions. On n'est pas là pour... on est là à la base pour célébrer la vie. On est là pour célébrer nos personnes qui ont été malades, mais qui vont bien, ou qui sont encore malades, puis qui se battent, leur donner confiance. Alors, c'est le but premier, c'est célébrer la vie. Il y a des moments forts en émotion, mais c'est très positif. Il se vit des choses exceptionnelles toute la soirée, toute la nuit. Tous ceux qui viennent veulent revenir, ça vaut la peine. Et il y a beaucoup de gens qui y vont?
C'est un événement. En moyenne, à peu près, annuellement. L'événement, à la base, il y a au moins, plus ou moins 800 personnes impliquées, que ce soit bénévoles, que ce soit artistes locaux qui viennent faire des prestations, les porteurs d'espoir qui viennent à un souper, les proches aidants qui les accompagnent, les 150 bénévoles reliés de près ou de loin, avant, après et pendant l'événement et après, parce que c'est une grosse organisation. Tous les participants, les équipes, c'est l'élément clé de ce succès-là. C'est des gens qui font des équipes de plus ou moins 10 personnes. Parce que c'est une marche en bout de ligne. C'est une marche à relais. En équipe de 2 ou 10 ou seul, ou peu importe. Chaque équipe a un but, ramasser des sous, plus ou moins 10 personnes. On marche à relais. Nous, on n'exige pas, on n'est pas là pour compter les tours qu'ils font, c'est pas ça le but. C'est une marche de nuit en soutien aux personnes qui sont malades. On sait que la nuit, on a un rhume, on est plus malade la nuit. Alors, quand on a un cancer qui fait noir, qu'on est tout seul, on vit durement avec notre maladie. C'est sûr. La nuit, alors, sans solidarité avec ces gens-là, c'est pour ça qu'on le fait la nuit. C'est difficile pour nous aussi, mais il faut penser à ceux qui le vivent au quotidien, cette difficulté-là. Alors, mais c'est une marche à relais. Donc, il y a toujours des participants sur la piste. C'est très animé toute la soirée. Jeunes et moins jeunes. Nuit. Jeunes et moins jeunes. Ma mère est avec nous depuis des années, elle a 84 ans, elle fait le relais avec nous. Fait que c'est vraiment un partage incroyable. On anime la nuit, on fait un feu de camp, chansonnier, on fait un rallye. C'est très, très dynamique. En soirée, comme je vous disais, il y a de l'animation. Cette année, pour notre 10e, on met une thématique country. Un valet à caractère country. Musique. On va danser. Oui, bien c'est ça. Ben, on ne se collera pas country mur à mur parce qu'on ne veut pas non plus déranger, mais on va faire une petite touche country. On a aussi le club d'astronomie de Pont-Rouge qui vont passer la nuit avec nous, avec leurs gros équipements, ouverts parce que c'est ouvert à la population. C'est ça que les gens pensent qu'ils n'ont pas le droit de venir nous visiter. On peut le faire un tour 1 heure ou 2, puis 3 heures, 4 heures, il y en a qui passent la nuit. Fait que 800 personnes environ impliquées, mais je vous dirais qu'en soir, on peut avoir jusqu'à 3000 visiteurs. Ce qui est impressionnant, c'est la quantité d'argent que vous réussissez à amasser aussi. Oui, ça aussi. Parce que moi, je compare des régions, je compare ça. Fait que c'est des chiffres incroyables. L'année passée, à notre 9e édition, on a amassé plus de 1 50 000 Quand même. $. 1 million dans Port-Neuf, là? Dans Port-Neuf. Fait que ça fait des prorata très importants. Si je calcule tous les gens qui participent, tous les gens qui viennent nous visiter, tous les donateurs, si on enlève les enfants dans la région, on enlève les personnes âgées, ça veut dire que la population de Port-Neuf est très mobilisée par l'événement. On a de plus en plus d'équipes qui font des campagnes de financement. Fait que les villes, les entreprises, les organismes, c'est incroyable comment les gens sont mobilisés. Et ça va à la Société canadienne du cancer. Tout à fait. Comment on fait, peut-être en terminant, pour participer justement à cette 10e édition? Participer, on voit partout. Bon, si on ne peut pas trouver mon numéro, on appelle à la Société à Québec, ils vont me référer. On peut s'inscrire en ligne. Moi, je rentre en contact avec tous les gens. Vous avez un site web? Il y a le site, la page Facebook du Relais pour la vie Port-Neuf. Sinon, on passe au bureau de la Société canadienne du cancer à Québec. On peut nous rejoindre, on peut participer en tant que porteur d'espoir, quelqu'un qui a été atteint, un participant dans une équipe, créer une équipe, venir tout simplement comme visiteur, faire son don sur place, acheter un luminaire. Il y a plusieurs façons de participer à l'événement. Et ça se tient à Donnacona, au parc Donnacona, du 8 au 9 juin. On commence en fin d'après-midi parce qu'on a le volet jeunesse. Cette année, on va avoir aussi une initiation à la biodanza. C'est de la danse, une forme de danse ouverte à la population. On invite tout le monde. Alors, Lucie Côté, membre du comité organisateur du Relais pour la vie Port-Neuf, merci beaucoup. Merci. On va vous souhaiter un bon 10e. Merci beaucoup. Année. Bonjour. Merci. D'autres actualités culturelles et communautaires après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Port-Neuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici.
Le 16e Festival de films pour l'environnement propose une semaine intense d'activités entre ce lundi 22 et le dimanche 28 avril à Saint-Casimir. Projection des 13 films en compétition internationale, conférences, kino, projection rencontre sous la présidence d'honneur de la cinéaste Yolande Cadrin-Rossignol. L'ouverture officielle de la 16e édition se tiendra le lundi 22 avril dans le cadre d'un cocktail dînatoire à 17h à l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir. Le député de Portneuf, Jacques Cartier, à la Chambre des communes, Joël Godin, accompagné de Mme Danielle Dusablon, présidente de Rendez-vous culturel Saint-Casimir, remettront l'insigne de chevalier de l'Ordre de la Pléiade à Léo Denis Carpentier, directeur et cofondateur du FFPE. Le Grand Prix Jacques Languirand, décerné par le jury, et le prix du public seront remis lors de la soirée du gala qui aura lieu à l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir le samedi 27 avril à 19h30. Et le prix de la Fondation David Suzuki sera remis le vendredi 26 avril. Les passeports donnant droit à toutes les projections sont offerts au coût de 35 $ pour les membres, 40 $ pour les non-membres. Vous pouvez consulter la programmation complète au www.ffpe.ca. Culture Saint-Raymond présentera le spectacle 107 000 km/h de Martin Petit au Centre multifonctionnel Roland-Dion le samedi 7 septembre à 20h. L'ouverture des portes aura lieu à 19h et il s'agit d'un spectacle sans entracte. 2019, c'est la sortie officielle du nouveau spectacle de Martin Petit. 8 ans se sont écoulés depuis la sortie de son spectacle Martin Petit et le micro de feu. Les billets sont en vente dès le 10 mai prochain au coût de 38,50 $ à la pharmacie Uniprix Picard et Simard. La prochaine date de tombée pour le dépôt d'une demande d'aide financière en culture dans l'un des 2 programmes de la MRC de la Jacques-Cartier est le vendredi 26 avril prochain. La date de présentation au Conseil de la MRC pour autorisation de la subvention est prévue le 15 mai. Au cinéma Alouette à Saint-Raymond, du vendredi 19 au jeudi 25 avril, on retrouve à l'horaire des films Shazam, un film d'aventure avec Mark Strong, une histoire de super-héros qui sommeille en nous. Vous êtes mort. Désolé pour votre vitrine et me remerciez pas de vous avoir sauvé des voleurs. Ah tiens, ça va vous? Moi je suis un super-héros. Dumbo, un film familial fantastique avec Colin Farrell. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Que se passe-t-il? Où l'emmène-t-il? Conduis Dumbo à l'intérieur. Mais c'est sa mère. Fais quelque chose. Il a besoin de nous. La Polynésie française, Tahiti à Bora Bora, aux aventuriers voyageurs. Et dès le 25 avril, ne manquez pas la phase finale du film Avengers. Et en terminant, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions sur les routes en prévision du long congé de Pâques à partir de ce vendredi à lundi 22 avril. De nombreuses opérations en sécurité routière sont prévues sur l'ensemble du territoire et visent principalement les infractions relatives à la vitesse, au port de la ceinture de sécurité, à l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et à la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues ou en combinaison des deux. Au cours de cette période, l'an passé, les policiers ont procédé à l'arrestation de plus de 80 personnes pour capacité de conduite affaiblie et au cours de la même période, plus de 500 collisions sont survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec. Plus de 100 personnes ont été blessées et 3 sont décédés. Et aussi, ne manquez pas sur nos ondes à CJSR, si inondation il y a,
nous serons avec vous donc sur nos ondes tout au long de la fin de semaine. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane, Philippe à la régie et Tony à la caméra et au montage. Merci à Ginette pour l'accueil des invités en studio. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision, sur le web. On se laisse avec des images du Salon Nature Portneuf, la 5e édition, qui se déroulait en fin de semaine dernière au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond et place de l'Église et qui aura attiré quelques 3500 visiteurs. Alors, bon congé de Pâques et bonne semaine. Merci.